Donc, 3 intervenants ce soir. François, et alors je vais mal prononcer. Non, alors, je vais m'arrêter au prénom, vous vous présenterez encore mieux que ce que je vais pouvoir le faire. Donc, 3 intervenants ce soir, François, Denis et Nathan. En plus, ton nom, je crois que j'ai vraiment pas envie de le prononcer. Désolée, mais je pense que tu le feras 1000 fois mieux que moi. Donc, l'objectif de la soirée, c'est que tout le monde, on va parler d'esprit critique. Vous avez bien compris avec le thème de la soirée, l'objectif, c'est de booster votre esprit critique. Donc, il va y avoir 3 interventions. Non, on va le faire en deux interventions, une petite pause avec les quiz, une troisième intervention, des questions. Non, les quiz, c'est entre les deux. Bah, décidément, c'est moi aussi je me mélange. Donc l'objectif, c'est que vous ayez les présentations, que vous puissiez poser des questions tout au long de la soirée. Vous n'hésitez pas à un mot que vous ne comprenez pas, un terme que vous ne saisissez pas. Vous n'hésitez pas à lever la main, poser des questions pour que les choses vous soient expliquées. L'objectif, c'est que vous sortiez en ayant appris plein de trucs. Et un chercheur, c'est super cool, c'est super sympa, mais parfois ça oublie de préciser un terme parce qu'il est tellement habitué à l'utiliser au quotidien qu'il peut oublier certaines définitions. Donc c'est un sacré exercice pour eux aussi, donc vous n'hésitez pas à le faire, à poser vos questions si besoin. Voilà, comme je vous disais, prenez le temps de bien écouter parce qu'on va vous proposer un petit quiz pendant la soirée. Il y aura des lots à gagner. Entre autres, je pense que c'est pour appâter un petit peu les gens à bien écouter. Il y aura entre autres des bières à gagner. Donc, ça peut valoir le coup. Et puis ensuite, voilà, un temps de questions. Et bien évidemment, on corrigera le quiz pour savoir qui est l'heureux vainqueur de cette soirée. Donc, notre premier intervenant ce soir, François. Bonjour, donc, je m'appelle François Asquet, donc je suis à l'association Marseille Zététique. Donc, on vient de Marseille sur Avignon, on se déplace, tellement c'est réputé. Donc, je vais vous parler de la zététique, je vais vous expliquer un peu ce que c'est et le rapport avec l'esprit critique. Et puis, tout le long, après, il y aura Denis qui continuera sur le même sujet. Et on finira avec Nathan qui parlera aussi d'esprit critique, mais plus technique. Donc, l'association Marseille Zététique, ça a été créé il y a une dizaine d'années sur Marseille. En fait, ça a été créé dans le suivi de la zététique, a été remis au goût du jour par Henri Brock, qui était à la faculté de Nice. Donc en fait, c'est un mot, la zététique, qui est très ancien, mais qui était un peu passé de mode, qui n'était plus du tout utilisé. Donc Henri Brock l'a remis au goût du jour, a créé des cours de zététique donc à la fac. Donc c'est un peu notre père à tous au niveau des zététiciens. Donc en fait, sur la zététique, maintenant, il y a plusieurs associations donc, qui tournent un peu autour de la zététique. Donc nous, on est sur Marseille, sur Grenoble, sur Lyon. Il y a d'autres associations, il y en a d'autres qui sont autour de l'esprit critique. Toutes ne s'appellent pas zététique, mais enfin, tournent toujours autour de l'esprit critique. Donc qu'est-ce que c'est que la zététique ? Ça serait bien si je voyais ce que je faisais. Donc, le but de la zététique, en fait, c'est le développement de l'esprit critique. Donc, en fait, c'est vraiment le... Donc, faut pas confondre l'esprit critique avec le scepticisme. C'est pas qu'on doute de tout, etc. Le but, en fait, c'est vraiment de se dire, quand on reçoit une information, se dire... Je doute un petit peu, je vais vérifier si c'est vrai, voilà. Est-ce que j'ai des signaux qui me disent c'est vrai, pas vrai, etc. Donc un peu le but de la zététique, c'est aider les gens à avoir une démarche intellectuelle quand on reçoit une information, se dire il y a de fortes chances qu'elle soit vraie, ou de fortes chances que ce ne soit pas vrai, ou je ne sais pas. Donc en fait, on fait souvent, quand on fait les zététiciens font souvent des suspensions de jugement. On a une information qui arrive, on se dit,
Je ne sais pas. Je vais approfondir. Donc c'est une démarche qui est importante à ce niveau-là. Donc en fait, l'esprit critique pour nous c'est ça. C'est vraiment un petit détecteur qui dit je me méfie, je vais approfondir. Alors, la zététique, il y a deux aspects principaux, en fait. C'est au début, c'est un ensemble de méthodes d'analyse qu'on va utiliser pour traiter ce qui est un peu pseudo-science, tout ce qui est un peu borderline par rapport à la science, tout ce qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler fake news maintenant, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est fantôme, enfin voilà, tout ce qui est, on sent qu'on n'est pas dans les choses vraiment carrées. Donc on va essayer d'avoir des méthodes d'analyse de ce genre de phénomène. Et à côté de ça, il y a un côté de la zététique qui est important pour nous, c'est aussi donner en fait une pédagogie aux gens pour essayer qu'ils développent leur esprit critique. Il y a de la méthodologie, il y a un corpus de choses à savoir qui aide en fait à avoir des infos à travers des filtres qui permettent en fait d'essayer de passer à travers le maximum de biais cognitifs qu'on sait qu'on a, mais quand on sait qu'on a certains biais, ça aide à lutter contre. Alors, on peut se demander pourquoi avoir un esprit critique. En fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vivent avec des croyances, qui en vivent très bien, qui sont heureux. Bon. Alors, le problème des croyances, souvent, les gens profitent des gens qui sont crédules pour leur tirer de l'argent, du temps. Donc, c'est vrai pour les sectes, c'est vrai pour beaucoup de pseudomédecine où on va demander d'acheter du matériel soi-disant qui va enlever les ondes énergétiques du corps pour l'envoyer à l'extérieur ou autre. Et à chaque fois, il y a très souvent des notions d'argent ou au moins passer énormément de temps. Il y a tous les problèmes des pseudomédecines qui souvent ne sont pas dangereuses, mais par contre, souvent vont bloquer le patient pour aller voir un médecin qui risque de le soigner vraiment. Et après, il y a toutes les croyances qui vont vers les dérives sectaires. Beaucoup de croyances commencent par les pseudomédecines, la scientologie ou autre. En fait, on commence par des pseudomédecines, on rentre dans le cycle et après, on a un petit peu du mal à s'en sortir. Donc, c'est important d'avoir cet esprit qui permet de garder un peu un œil ouvert. Et juste un point que je note en dessous, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est qu'en fait, ce n'est pas lié à l'intelligence. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont très crédules quand même. L'exemple, c'est Steve Jobs, qui s'est quand même soigné son cancer à base d'herbes. Bon, il en est mort, il s'en est aperçu. À la fin, il a admis que ce n'était pas une très, très bonne idée, mais bon, c'était un petit peu tard. Et pourtant, on ne peut pas lui dire qu'il n'était pas intelligent. Donc, je veux dire, ce n'est pas lié à l'intelligence. On peut être vraiment... toutes les catégories de la population sont susceptibles de croire un peu n'importe quoi. Maintenant, je parle, depuis tout à l'heure, je parle un peu des pseudosciences. On n'a pas facile chacun quand il défend une science. Ça peut être des sciences médicales ou des sciences autres. Disent, mais moi, c'est de la science. En fait, il y a la science et la pseudoscience et il y a des différences réelles entre les deux. Et il y a très rarement de confusion. En fait, les différents critères pour voir entre une science et une pseudoscience, c'est la réfutabilité. En fait, je vais en prendre un petit peu plus loin, c'est le fait de pouvoir avoir des tests qui valident ou qui ne valident pas. Le fait que ça soit reproductible. Typiquement, on a régulièrement même des articles dans des grandes revues à comité de lecture, des chercheurs qui font des découvertes extraordinaires. Ça fait la une des journaux et puis 6 mois après, on n'entend plus parler du tout.
Parce qu'en fait, l'expérience, elle n'a été jamais reproduite. Donc, en fait, c'était pas vrai. C'était une erreur, au mieux, au pire, une escroquerie. Mais enfin bon, donc la reproductivité est très importante. Il faut garder une cohérence. En fait, quand on voit la science, elle avance doucement, et en fait, chaque chercheur utilise les consensus scientifiques qui ont été faits précédemment. Quand il y a une découverte qui arrive, qui casse tout ce qu'on savait avant, ça peut arriver. La relativité, ça a cassé un peu ce qu'on savait avant. Mais ça veut dire qu'il faut que derrière, il y ait vraiment énormément de matière, que ce soit reproductible. Enfin, il y a plein d'infos qu'il faut. Dès qu'on commence à être incohérent par rapport à ce qui était avant, il faut que ça soit béton. Typiquement, l'exemple de la mémoire de l'eau qui a une vingtaine d'années, ça remettait en cause toutes les lois de la physique qui étaient connues. Tout le monde a essayé de le reproduire. C'était extraordinaire. Si on arrivait à prouver que la mémoire de l'eau, ça remettait en cause pas mal de concepts. Malheureusement, on n'a pas réussi, aucune équipe n'a réussi à reproduire. Donc on s'est dit, c'est raté, quoi. Il y avait eu une erreur dans le protocole ou autre, mais le principe, c'est que si ce n'est pas reproductible, ça n'a pas de valeur scientifique. Bon, évidemment, il y a toujours l'objectivité des chercheurs qui doivent évidemment ne pas vouloir absolument montrer quelque chose, une idée avant de commencer, sinon c'est pas non plus fiable. Donc, toujours... Alors, là, j'ai quelques exemples de pseudosciences. On en trouve, il y en a tous les jours des nouvelles qui sortent. On n'approfondira pas sur les différentes... Il y a beaucoup qui sont liés à la médecine, quand même. Se soigner, on sent que c'est un critère important pour l'homme. Il y a énormément de sciences liées à tout ce qui est le confort de soi, tout ce qui est au niveau de la nature. Mais donc, toutes ces pseudosciences n'ont jamais montré des critères de science. Donc là, je vais approfondir un point important, c'est le côté réfutable ou non réfutable. On peut sortir des affirmations dont en fait il ne sera impossible de prouver si c'est vrai ou faux. Je veux dire, on peut dire un peu ce qu'on veut. Les chats pensent en allemand, peut-être. Mais qui va trouver une expérience capable de le prouver? Je veux dire, si on ne peut pas créer une expérience qui prouve le vrai ou le faux, qui prouve ça, ça reste une croyance, chacun peut le croire, mais on ne pourra jamais le prouver. Donc rien que le fait de pouvoir avoir un test qui permet de réfuter ce qu'on dit, les gens qui ont des croyances typiquement religieuses, c'est pas de dire c'est vrai, c'est faux, mais on ne pourra jamais faire un test qui prouve que Dieu existe, ou un test qui dit que Dieu n'existe pas du reste. Donc, on n'est pas dans un critère scientifique, parce qu'on ne peut pas créer un test qui permette de le réfuter. Donc, c'est Popper qui a écrit ça, qui a conceptualisé le concept de réfutabilité et qui est vraiment un des critères les plus importants sur les critères scientifiques. Donc, au niveau de la reproductibilité, donc ce dont je parlais, donc systématiquement plusieurs éditions de l'expérience dans des revues à comité de lecture, de façon à que chacun puisse refaire. C'est très important de refaire l'expérience. Donc là, la cohérence, donc j'en ai parlé. Donc la science se construit brique par brique. Je veux dire, quand on fait une nouvelle expérience, on ne redémontre pas tout ce qui était avant. C'est là où l'intérêt du consensus scientifique est important. Quand
concepts, des expériences, des théorèmes ont été validés, revalidés, et que toute la communauté scientifique admet que c'est la vérité et personne n'a trouvé le moindre cas qui ne fonctionnait pas, on atteint un consensus, et ce qui permet en fait d'admettre pour la suite que ça c'est vrai. Tant qu'il n'y en a pas un qui... Par contre, le problème de tout ce qui est expérience scientifique, de théorèmes, des théories, il suffit qu'il y ait une personne qui trouve un cas qui ne marche pas, même s'il y a 10 000 personnes qui disent que ça marche, il y en a un qui trouve et qui montre que ça ne fonctionne pas, ben ça met toute la théorie à plat. C'est-à-dire qu'il faudra repenser pourquoi ce cas-là ne marche pas, etc. Ça va revenir à zéro. Mais quand il y a un consensus, c'est justement que personne n'a encore trouvé de cas qui ne fonctionnaient pas. Donc c'est important, grâce à ça, on avance. Par contre, on peut avoir des précisions. Typiquement, Newton, quand il a fait la physique des corps qui s'attirent, etc., c'était vérifié sur les faits. On a réussi à faire énormément de découvertes grâce aux lois de Newton. On a vu qu'aux limites, il y avait des problèmes dans ce qui se passait. Bon, après, Einstein a fait une nouvelle théorie qui complétait la précédente, qui comblait les petits trous qui manquaient. Mais ce n'est pas pour ça que les lois de Newton ne fonctionnent pas dans le cadre donné autour des lois de Newton. C'est-à-dire à des vitesses faibles. Donc, au niveau de la zététique, on essaie de donner donc des outils qui permettent en fait aux gens de définir, on a vu, la discipline est scientifique ou pas. Est-ce qu'on est en train de faire un gros discours sur un truc où il n'y a pas aucune base scientifique? Après, on va s'en servir actuellement sur tout ce qui est info qu'on a dans les médias, à la télé, à la radio. Actuellement, on parle énormément des fake news, etc. Donc, avoir quelques outils qui disent j'ai une info qui arrive, je la sens, je la sens pas. Est-ce que je vais approfondir ou pas? Est-ce que j'ai une chance de la croire, enfin, etc. Avoir un petit bullshitomètre. Après, bon, on va juger aussi tout ce qui est fantôme, tout ce qui est les magnétiseurs, sourciers, Anko, etc. Sur quoi ça s'appuie? Est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance aux sourciers sous prétexte que ça fait 3 générations que sa famille l'utilise et que ça a toujours marché? Est-ce que c'est un argument qui suffit ou pas, etc. Après, il y a tous les ovnis. Il y a eu une grande époque ovni qui a diminué beaucoup. Pour une raison, peut-être une raison, c'est que maintenant tout le monde a un appareil photo de qualité relativement bonne. Et avant, on avait des images d'ovnis, c'était surtout très flou, très loin. On disait j'ai vu l'ovni. Maintenant, quand quelqu'un dit j'ai vu un ovni, tu l'as pris en photo? Non. Bon, j'y crois pas alors. Enfin, je veux dire, c'est sûr que les outils font qu'il y a des choses qui apparaissent moins maintenant qu'elles n'étaient avant. Donc, un peu connaître les différents pièges et des astuces. Il y a une chose aussi qui est importante quand on parle d'événements surprenants, de sciences bizarres, etc. C'est qu'avant toute chose, avant par exemple de dire que... je ne voulais pas parler de l'homéopathie, mais bon... par exemple, l'homéopathie fonctionne. Pourquoi l'homéopathie? Comment l'homéopathie fonctionne? Il faut d'abord réfléchir, est-ce que ça fonctionne d'abord? Là, il y a une vieille affaire là, d'Andorre de Fontenelle qui était très, très intéressant parce qu'il y a un bruit qui a couru et qui a vraiment très fortement couru, qu'une dent en or, elle aurait poussé dans la bouche d'un enfant. Donc c'était au 16e, je crois, ouais. Au 16e siècle. Et là, il y a tous les ponts de l'époque
qui se sont penchés sur le sujet, qui ont écrit des livres. Il y a vraiment un énorme livre qui a été écrit, le pourquoi, comment c'est arrivé, inventer les trucs, etc. Il y a eu vraiment beaucoup d'articles dans des journaux spécialisés de l'époque, etc. Et en fait, quelques années plus tard, en fait, un orfèvre a regardé la dent, elle a vu qu'il y avait juste un petit peu d'or qui avait été mis sur la dent, c'était un canular. Et c'est vrai, on se dit, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits pour expliquer pourquoi il y avait de l'or dans la dent de ce gamin. En pratique, personne n'avait été vérifié qu'il y avait vraiment de l'or, quoi. Que la dent était en or et pas un canular. Et ça, c'est un problème qu'on a souvent. Là, je prends l'autre beaucoup plus récent. À un moment donné, Trump a accusé, il y avait un attentat en Suède et Trump tout de suite, il a le tweet plus vite que son nombre là, il a accusé comme quoi c'était les migrants qui avaient attaqué, etc. Bon, le problème c'était une fausse information, il n'y avait jamais eu d'attentat en Suède. Bon, mais il avait déjà l'explication avant même de savoir si c'était vraiment vrai ou vraiment existé. Donc toujours vérifier, s'assurer que le fait existe, qu'on a réellement les faits qu'on croit existe avant d'essayer de le comprendre. Donc, au niveau outils, quelques petits outils. Le témoignage n'est pas une preuve. Ça, on commence à le savoir pour plein de raisons. Les gens croient voir des choses qu'ils ne voient pas réellement. Il ne faut pas avoir confiance à sa vue, ses ouïes, son ouïe, ses sens. On se fait facilement avoir. Après, il y a des gens qui sont de mauvaise foi pour des raisons X ou Y. Deuxième chose, quand quelqu'un affirme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est pas à vous de prouver que ce qu'il dit est faux. C'est à lui de prouver que ce qu'il dit qui est extraordinaire l'est. Je veux dire, si quelqu'un veut absolument me faire croire que la naturopathie peut soigner le cancer, comme Steve Jobs, moi j'aimerais, c'est pas à moi de dire non, ça marche pas, j'ai une preuve que non. C'est prouve-moi que quelqu'un a déjà été soigné du cancer par la naturopathie. C'est vraiment dans ce sens-là. L'inversion de la charge de la preuve est vraiment quelque chose qui est souvent fait par les gens qui veulent imposer quelque chose. Il y a Raël, qui était on n'entend plus trop parler de Raël, mais qui était soi-disant, qui avait été enlevé par les extraterrestres, etc. Il disait, prouve-moi que j'ai pas été enlevé par les extraterrestres. Non, je prouve rien, c'est toi qui me prouves l'inverse. C'est important dans ce sens-là, parce que c'est souvent une façon de parler que les gens qui veulent prouver quelque chose. Après, il y a le curseur de vraisemblance. Le curseur de vraisemblance, c'est suivant l'information, elle est plus ou moins vraisemblante. On n'a pas besoin du même niveau de preuve. Je prends un exemple, on me dit il y a un éléphant qui est descendu à travers la Canebière à Marseille. Je lui dis, bon, possible, peut-être qu'il y a eu un cirque. Bon, je me dit, ouais, si la personne me montre une photo, je le crois. Allez. Le mec, il me dit qu'une licorne rose est descendue en volant la Canebière. Et pour le croire, il va falloir qu'il m'amène des arguments très très sérieux quand même. Parce que une petite photo, genre photomontage, ça ne va pas me suffire. Donc il faut vraiment adapter la preuve au côté exceptionnel de l'événement. Après, il y a le bizarre est possible. Ça, il y a notre chat qui va en parler, comme quoi ce qu'on croit exceptionnel est statistiquement pas forcément exceptionnel. Et après, validation objective. Après, c'est ce qui en parle. Ouais. La validation subjective, subjective, c'est le fait en fait de ramener en fait les informations à ce qu'on pense soi. Typiquement, il y a ce qu'on appelle l'effet Forer en fait. C'est de dire voilà,
on va vous donner aussi un peu ce qu'on utilise aussi dans les horoscopes. C'est qu'en fait, on va donner un texte assez neutre à quelqu'un et chaque personne va le lire et va le comprendre en fonction de son ressenti personnel. C'est-à-dire avec une phrase relativement neutre dans un horoscope, ben chacun va dire « Ah oui, mais ça représente exactement moi parce que j'ai mon mari qui m'a dit que, machin, etc. » Et l'autre dira « Non, c'est autre chose, etc. » Mais chacun va se reporter dans ce texte avec son ressenti à lui, donc c'est complètement subjectif. Et le choix des mots compte beaucoup aussi, on s'en aperçoit dans toutes les unes des journaux. La même information dans deux journaux d'obédience ou différentes, ou qui ne visent pas les mêmes publics, qui ne cherchent pas les mêmes messages, typiquement sur les sujets clivants, sur les immigrants, entre un truc de droite, un truc de gauche, on n'aura pas du tout les mêmes mots qui seront utilisés pour faire la même information. Donc c'est important quand on regarde une information de faire attention aux mots qui sont utilisés, est-ce qu'ils sont adaptés. Une question. Oui. Par rapport à l'inversion de la preuve, moi ça me pose question parce que ce que j'ai appris c'est que pour prouver quelque chose est vrai, en fait on ne peut pas vraiment prouver quelque chose est vrai, on peut juste échouer suffisamment longtemps à prouver quelque chose est faux. Oui. Et du coup comment est-ce que la personne qui vous affirme quelque chose peut vous montrer qu'effectivement elle a bien été enlevée par des ovnis? Elle peut juste échouer suffisamment longtemps à prouver qu'elle n'a pas été enlevée par des ovnis. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Oui, mais n'empêche, même si on n'aura pas, comme ce que je disais, on a une théorie, elle ne sera jamais vraie absolue tant qu'on n'aura pas trouvé quelque chose qui l'invalide. Mais elle va tendre à avoir un consensus. C'est-à-dire que si on amène des preuves, des photos, tout ce qu'on peut amener comme preuve, ça ne sera jamais absolu, je suis d'accord, tant qu'il y en aura un qui dira « mais non, moi j'ai vu l'inverse », il pourra casser tout le château de cartes. Mais il y a quand même toute une série d'arguments au niveau scientifique, avec plus ou moins, on va avoir des témoins, un témoignage individuel, c'est pas terrible, plusieurs de gens qui ne se connaissent pas qui témoignent, c'est un peu mieux. Après, des photos, c'est pas toujours terrible, mais s'il y a plusieurs photos de plusieurs appareils photo, enfin, c'est un ensemble, on va avoir un ensemble de biais qui peuvent amener vers une décision. Mais je suis d'accord, on n'aura jamais l'absolu, on ne pourra jamais prouver de façon absolue que c'est comme ça, parce que typiquement, il suffit de trouver un cas qui ne marche pas, et puis... Mais on peut amener, comme heureusement la science amène à des choses qui... La science n'est jamais définitive. On dit toujours, c'est ce qu'on connaît au niveau des connaissances actuelles. Après, du reste, la personne qui dit c'est comme ça, ça ne bouge plus, on n'est plus dans la science, on est dans la religion. C'est la connaissance divine, c'est des choses qui sont stables, ça ne bouge plus. C'est pas la science. Mais c'est surtout quand ce qui peut servir de point, c'est qu'on peut continuer, on peut avancer, améliorer une théorie, trouver d'autres faits qui vont conforter en fait l'hypothèse qu'on n'est pas tout à fait sûr. Puisqu'on dit qu'il faut toujours, on va rajouter une preuve puis une autre preuve, mais que ça peut ne pas suffire. Mais si, grâce à ces hypothèses-là, on peut avancer et faire des choses qui marchent, alors là, ça va valider effectivement le point en question. Donc dans le cas des ovnis, il faut que la personne amène des éléments qui font penser que c'est probable qu'elle ait été enlevée par des ovnis. C'est ça, de plus en plus. Non, mais même à la limite, si elle a été enlevée par des ovnis, supposons que ce soit vrai, eh bien, il y a quelque chose qui pourrait se produire. Et à ce moment-là, effectivement, ça pourrait démontrer que... Mais bon, là, on est sur un truc qui est faux, donc on ne va pas y arriver. Moi, j'avais une question sur les témoignages, parce que dans le diaporama, on voit que le témoignage n'est pas une preuve. Mais moi, du coup, ça me fait me questionner, parce que moi qui étudie les sciences humaines et sociales, justement, on se base sur ces témoignages
pour émettre des, entre guillemets, des vérités générales. Et vous disiez que par exemple les témoignages ne peuvent pas être valides parce qu'il y a des biais cognitifs, des choses comme ça. Sauf que nous justement on apprend en sciences humaines et sociales à les identifier et à ne pas s'en servir. Et du coup si on arrive à justement faire la part des choses, je mets ça comme ça, je sais pas si c'est vérifiable, mais je pense que le témoignage peut être une preuve. Alors, je pense qu'un témoignage n'est pas une preuve. Par contre, si vous prenez 1000 témoignages, en tenant compte des biais, des populations, etc., on commence peut-être, on va avoir des choses qui peuvent être plus exploitables en sciences, etc. Sachant qu'il y aura toujours, attention, il y aura toujours des biais qui sont connus. Donc je veux dire, après, on peut en tenir compte, c'est ce que vous dites. On sait qu'il y a des biais, il y en a qui vont penser ça parce qu'ils ont, dans leur histoire, ils sont plus amenés à penser ça, d'autres à autre chose, etc. Donc on le diluera sur un grand nombre de gens, déjà. S'il y a beaucoup de personnes, on peut admettre, c'est même pas sûr, mais bon, on peut admettre que les biais seront pris en compte. Après, ça reste... les sciences humaines ont montré que, de toute façon, on tend vers des informations globales, mais c'est jamais une science exacte. L'humain ne sera jamais exact. Excusez-moi, on prend une dernière question et après vous les notez bien dans votre tête pour tout à l'heure, comme ça on va essayer d'écouter tous les intervenants pour ensuite discuter. Mais je vous laisse votre dernière question. Voilà. La question, c'est le problème entre les sciences dures et les sciences molles. Oui. La fameuse phrase. Il est quelle heure Oui, voilà. me dépêche. Voilà, Tiens, tu peux distribuer ça, tiens, tant qu'on disait. Juste pour une dernière, je vais sur le côté, le témoignage n'est pas une preuve. Il y a quand même une chose qui est importante, c'est que nos sens sont facilement trompables. Typiquement sur ce qui est illusion d'optique par les Dolly, c'est cité au changement. Donc voilà, vas-y. Typiquement, là, j'ai distribué des petites feuilles comme ça, c'est marrant. C'est une des illusions d'optique qui est typique. Les carrés A et B ont la même couleur. C'est une illusion d'optique. Je vous ai donné des feuilles, là, quelques-uns qui en ont. Là. Vous pouvez les plier pour que les deux se chevauchent. Et c'est typiquement l'illusion d'optique. Moi je sais que le A et le B ont la même couleur. Mais mon cerveau, j'ai beau le savoir, il veut pas savoir. Bon. Alors pour ça, j'ai passé les feuilles parce que les gens ils le croient pas. Oui, si vous mettez, si vous enlevez le cylindre et vous gardez comme ça entre les deux, on le voit mieux. Enfin voilà. Bon, c'est un exemple. Un autre type, c'est tout ce qui est pareidolie. Les gens ont tendance à voir des choses connues dans ce qui n'a pas de forme distincte. Les gens vont voir dans les nuages des formes. Donc là, ça c'est une tranche de pain avec le visage du Christ qui a été vendue sur eBay pour assez cher. Comme quoi, une vision. Je veux dire, il y a plein de... Et ça, c'est quelque chose qui voilà, par exemple, ici, il y a des gens qui ont vu le diable dans les fumées du 11 septembre. Et ici, en fait, il y a des gens qui ont vu sur Mars, sur les premières photos de Mars, on a vu une sorte de visage. Et il y a toute une théorie qui s'est faite sur une civilisation sur Mars, etc. Bon, quand ils ont refait la photo avec un autre angle et une autre sonde, il n'y avait plus de visage, hein, le même endroit. Mais avec l'ombre portée, etc. Donc facilement, les gens, ils se trompent. Vas-y. Bon, vas-y, on va passer celle-là. Hop, voilà. Conclusion, on va se dépêcher. Donc, conclusion, on peut progresser. Tout le monde peut progresser de sa vision du monde pour essayer d'avoir un peu plus d'esprit critique, prendre du recul par rapport... Et surtout, ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience qu'on a plein de biais cognitifs qui fait qu'on n'est pas neutre sur une information, on la reçoit pas tout le monde pareil, etc. Donc, toujours prendre un petit moment de réflexion, quelle que soit l'information, pour se dire, est-ce que ça vaut le coup que j'approfondisse ou pas ?
Donc, on sent que ça progresse. On parle beaucoup de l'esprit critique depuis quelques années. Dans les programmes d'éducation nationale, ça commence à arriver. Denis va vous en parler. Il y a plein de sites qui même le site de Wikipédia, il y a un article très très long sur la zététique et l'esprit critique. Il y a maintenant plein de sites qui permettent en fait de faire du décryptage, Oxbuster ou autre. Et il y a plusieurs chaînes YouTube donc, qui permettent d'apprendre, de s'entraîner, d'avoir des gens qui aident pour comprendre des points précis. Donc ils vont travailler sur un biais cognitif, sur une fake news particulière, sur le traitement d'une information, sur un journal, etc. Ils vont approfondir, dire voilà pourquoi ça a été fait comme ça, comment c'est arrivé, etc. J'ai mis quelques chaînes YouTube, mais il y en a d'autres, hein, La Troche en biais, l'hygiène mentale, Un monde riant, Le chat sceptique, l'esprit critique, enfin voilà, il y a plusieurs chaînes. Si vous allez vraiment sur les chaînes YouTube, il y a des choses très très intéressantes. Voilà.